Entre 1939 et 1945, une arme allemande a changé à jamais les règles du combat moderne. Conçu pour abattre des avions à 10 000 mètres d'altitude, le canon Flak 88 est devenu l'arme la plus redoutée des chars alliés. Comment une pièce anti-aérienne s'est-elle transformée en la plus grande menace terrestre de la Seconde Guerre mondiale? Dans les salles de dessin secrètes de Karlskoga, en Suède, des ingénieurs de Krupp travaillaient loin des inspecteurs du traité de Versailles. L'année 1928 marquait la naissance d'une arme qui allait redéfinir la guerre moderne. Le prototype du 8,8 cm Flak 18 venait de voir le jour. Le traité de Versailles de 1919 avait imposé des restrictions sévères à l'Allemagne, interdisant le développement de nouvelles armes. Mais Krupp, le géant de l'armement allemand, avait trouvé une solution ingénieuse. En partenariat avec Bofors, l'entreprise suédoise, il développait en secret un canon anti-aérien révolutionnaire. Initialement, l'équipe avait conçu un modèle de 75 mm, mais la Wehrmacht demandait quelque chose de plus puissant. Le calibre de 88 mm fut choisi, une tradition héritée de la marine impériale allemande. Le canon mesurait 4,93 mètres de long, pesait 5000 kg en position de tir et pouvait atteindre une altitude de 10 600 mètres. Sa vitesse initiale de 820 mètres par seconde et son obus de 9 kg en faisaient une arme extraordinaire. En 1933, avec l'arrivée d'Adolf Hitler au pouvoir, la production massive commença à l'usine Krupp d'Essen. Le Flak 18 était officiellement présenté comme une copie d'un modèle de 1918 pour tromper les observateurs internationaux. En réalité, c'était une arme complètement nouvelle et révolutionnaire. Le système semi-automatique utilisait le recul pour éjecter la douille vide et réarmer le mécanisme de tir. Un équipage bien entraîné pouvait tirer entre 15 et 20 coups par minute. Le canon était monté sur une plateforme cruciforme distinctive en forme de X. 2 bogies à essieu unique permettaient le transport, tandis que 4 stabilisateurs latéraux se déployaient au sol. L'installation complète prenait 2 minutes et demie. Le système comprenait également des dispositifs de réglage de fusées sophistiqués, des systèmes optiques de précision Zielfernrohr 20 et des mécanismes de contrôle de tir centralisés pour coordonner les batteries de 4 canons. Au début de 1936, plus de 2500 exemplaires des modèles Flak 18 et les versions améliorées Flak 36-37 étaient en service. L'Allemagne possédait désormais l'arme anti-aérienne la plus avancée au monde, mais personne ne soupçonnait encore sa véritable polyvalence. Si vous êtes fasciné par l'histoire militaire authentique, laissez un commentaire avec le mot Flak et abonnez-vous à l'énigme militaire pour ne manquer aucun documentaire historique vérifié. Le 17 juillet 1936, la guerre civile espagnole éclatait. Pour l'Allemagne nazie, c'était l'opportunité parfaite de tester ces nouvelles armes en conditions réelles. En novembre 1936, 16 canons Flak 18 arrivaient en Espagne avec la Légion Condor, l'unité expéditionnaire allemande commandée par le général Hugo Sperle. Ces canons étaient organisés en 4 batteries lourdes sous le commandement du lieutenant-colonel Hermann Lichtenberger. Initialement déployés pour protéger les aérodromes et les bases logistiques de la Légion Condor, les canons de 88 mm allaient révéler une capacité inattendue. Le 11 mai 1937, près de Tolède, 2 chars T-26 soviétiques avançaient vers les positions nationalistes. Les artilleries allemands, confrontés à une pénurie d'armes anti-chars efficaces, prirent une décision audacieuse. Ils abaissèrent le canon au-dessous de l'horizontale et tirèrent directement sur les blindés. Le premier obus de 88 mm traversa le blindage du T-26 comme du papier, détruisant complètement le char. Le second véhicule subit le même sort quelques secondes plus tard. Cette découverte accidentelle allait changer la doctrine militaire allemande. Les chars T-26 soviétiques, avec leur blindage de 15 mm, ne pouvaient résister à la puissance de pénétration du Flak 88. Début 1937, lors des combats autour de Malaga, une batterie de canons de 88 mm fut assignée à une brigade d'infanterie. Le mauvais temps avait cloué au sol les bombardiers, mais l'assaut réussit grâce au tir concentré et précis des canons de 88 mm. Les problèmes techniques furent rapidement identifiés. L'affût cruciforme était haut et difficile à camoufler. Le poids total de 8200 kg rendait le déploiement compliqué sur terrains accidentés. Mais son efficacité était indéniable. Des munitions perforantes furent développées spécifiquement pour le rôle anti-char. Des boucliers de protection furent ajoutés pour protéger les servants contre les tirs d'armes légères et les éclats. Au cours de la guerre civile espagnole, les canons de 88 mm participèrent à 377 engagements de combat. Seulement 31 furent contre des avions ennemis. Les 346 autres actions furent contre des types de cibles terrestres, chars, fortifications, artillerie ennemie. Les pertes parmi les servants des batteries de 88 mm étaient les deuxièmes les plus élevées de la Légion Condor, juste après les pilotes de bombardiers.
À la fin de la guerre en 1939, l'Espagne nationaliste hérita de 71 canons Flak 18. Les leçons apprises allaient transformer le Flak 88 en l'arme la plus polyvalente de la Seconde Guerre mondiale. Le 1er septembre 1939, la Wehrmacht envahit la Pologne avec une nouvelle doctrine, la Blitzkrieg, la guerre éclair. Parmi les armes décisives de cette stratégie se trouvait le Flak 88, désormais reconnu comme arme anti-char d'élite. La campagne de France en mai 1940 allait confirmer sa réputation mortelle. Le 21 mai 1940, près d'Arras, le général Erwin Rommel commandait la 7e Panzer Division. Les chars britanniques Matilda II contre-attaquaient avec une force inattendue. Leur blindage frontal de 78 mm résistait aux canons anti-chars PaK-36 de 37 mm et même aux canons de chars Panzer III de 37 mm. Rommel prit une décision tactique audacieuse. Il ordonna aux batteries de Flak 88 de la Luftwaffe de baisser leurs canons et de tirer directement sur les Matilda. À une distance de 2000 mètres, les obus perforants de 88 mm transpercèrent le blindage britannique avec une facilité terrifiante. L'obus Panzergranate 39 de 10,2 kg pouvait pénétrer 105 mm de blindage incliné à 30 degrés à 1000 mètres. La contre-attaque britannique fut brisée. Au cours de la campagne de France, les canons de 88 mm détruisirent 152 chars et 151 bunkers. Rommel avait découvert une tactique qui allait devenir sa signature. Quelle bataille de la Seconde Guerre mondiale aimeriez-vous découvrir dans un prochain documentaire? Commentez ci-dessous et soutenez l'énigme militaire avec un like. En février 1941, Rommel arrivait en Afrique du Nord avec l'Afrika Korps. Il ne disposait initialement que de 12 canons de 88 mm, mais il allait les utiliser avec un génie tactique remarquable. Face aux chars britanniques Matilda, Valentine et Crusader, dont les deux premiers possédaient un blindage puissant, les canons allemands PaK-35-36 de 37 mm et les chars Panzer II, III et IV étaient inefficaces. Le Flak 88 devint la seule arme capable de détruire les blindés alliés. Rommel développa la tactique des pièges anti-chars. Il positionnait ses canons de 88 mm enterrés dans le sable, camouflés derrière les dunes. Les Panzers simulaient une retraite, attirant les chars britanniques directement dans la zone de tir des canons cachés. En juin 1941, au col de Al-Faya, à la frontière entre la Libye et l'Égypte, 13 canons de 88 mm du bataillon Flak de la 15e Panzer Division de Rommel décimèrent les attaques répétées des chars britanniques. Sur 190 chars britanniques engagés, environ 100 furent détruits. Les artilleurs allemands affirmaient une destruction pour chaque 20 coups tirés. Un tankiste britannique capturé déclara avec amertume aux interrogateurs allemands « Je pense que c'est déloyal d'utiliser des canons antiaériens contre des chars ». Cette plainte révélait l'impact psychologique dévastateur du Flak 88 sur les équipages de chars alliés. L'année 1942 marqua l'apogée de la domination du Flak 88 sur les champs de bataille. Sur le front de l'Est, les servants allemands affrontaient les chars soviétiques T-34 et KV-1, des véhicules dotés d'un blindage révolutionnaire et de canons puissants. Le Flak 88 restait une des rares armes capables de les détruire à distance de sécurité. À 2000 mètres, un obus perforant de 88 mm pouvait traverser 84 mm de blindage, suffisant à neutraliser la plupart des chars de l'époque. En mai 1942, en Afrique du Nord, les Britanniques déployèrent leurs nouveaux chars américains Grant et Sherman. Ces véhicules, avec leurs canons de 75 mm et leur blindage amélioré, représentaient une menace sérieuse. Rommel ne disposait que de 19 chars Panzer III Haus G avec un canon long de 50 mm et 48 canons de 88 mm contre 400 chars Grant britanniques. Le 26 mai 1942, lors de leur première apparition au combat, les Grant causèrent la panique dans les rangs allemands. Seules les batteries de canons de 88 mm, rapidement déployées, stoppèrent l'offensive. Le 30 mai, lors des attaques de l'Afrika Korps encerclées, les batteries de 88 mm, combinées avec d'autres canons anti-chars, repoussèrent les assauts de 2 brigades Brené britanniques, leur infligeant de lourdes pertes et brisant leur morale. Le succès du Flak 88 conduisit à son intégration dans les chars allemands les plus redoutables. En 1942, le char Tigre 1 fut équipé du canon KWK-36 de 8,8 cm, une version adaptée du Flak 88. Avec 1347 exemplaires produits entre 1942 et 1944, le Tigre 1 devint le symbole de la puissance blindée allemande.
Son canon de 88 mm pouvait détruire n'importe quel char allié à des distances où il restait lui-même invulnérable. En 1944, le Tigre II fut équipé du KWK-43, une version encore plus puissante du canon de 88 mm, avec un tube de 72 calibres au lieu de 56. La production totale des canons Flak 18, 36 et 37 atteignit environ 21 310 exemplaires entre 1933 et 1945. En août 1944, la Wehrmacht et la Luftwaffe disposaient de 10 930 canons de 88 mm utilisés sur tous les fronts et dans la défense aérienne du Reich. Un tankiste américain qui survécut à la perte de 3 chars écrivit à Chrysler après le jour de la victoire en Europe « Un 88 en fait du travail rapide. Il les traverse comme s'ils étaient du papier ». L'historien américain Paul Fussell, vétéran de la Seconde Guerre mondiale, écrivit « Les troupes américaines savaient que la plus grande arme de la guerre, à l'exception de la bombe atomique, était le canon de trajectoire tendue de 88 mm allemand qui abattit des milliers de bombardiers et des dizaines de milliers de soldats. Les Alliés n'avaient rien d'aussi bon. » À partir de 1944, la supériorité matérielle alliée commença à submerger les défenses allemandes. Malgré l'excellence du Flak 88, la production allemande ne pouvait rivaliser avec la capacité industrielle américaine, britannique et soviétique. Les chars Sherman, Cromwell et T-34 arrivaient par centaines sur les champs de bataille, tandis que l'aviation alliée dominait les cieux. Les canons de 88 mm, avec leur affût haut et leur silhouette distinctive, devenaient des cibles prioritaires pour les avions d'attaque au sol. Les pénuries de ressources affectaient gravement la production. Le tungstène, essentiel pour les obus perforants à noyaux durs, devint rare après que la diplomatie alliée coupa les approvisionnements en provenance d'Espagne et du Portugal. Les canons durent utiliser des munitions moins efficaces. Le carburant manquait pour les semi-chenillés SDKFZ-7 et SDKFZ-11 qui tractaient les canons de 88 mm. La mobilité tactique, autrefois un avantage crucial, s'évaporait. En Tunisie, lors des dernières batailles de la campagne d'Afrique du Nord en 1943, un détachement de troupes allemandes armées de canons de 88 mm retint pendant 2 jours l'avance de la 6e division blindée britannique malgré le manque total de carburant, de nourriture et de munitions. En Normandie, après le débarquement de juillet 1944, les canons de 88 mm défendaient les haies et les positions fortifiées. Mais la supériorité aérienne alliée rendait leur déploiement extrêmement périlleux. Les batteries étaient systématiquement bombardées avant même de pouvoir entrer en action. Ironiquement, en fin 1944, les forces américaines capturèrent et utilisèrent des canons de 88 mm allemands. Le 79e bataillon d'artillerie de campagne provisoire et le 244e bataillon d'artillerie de campagne furent équipés de canons capturés durant une pénurie critique de munitions. Au 31 décembre 1944, le 244e avait tiré 10 706 coups avec des armes allemandes capturées. En mars 1945, la France équipa ses 401, 403 et 407e régiments d'artillerie antiaérienne avec des canons allemands de 88 mm capturés. L'héritage du Flak 88 survécut à la guerre. Son influence se retrouve dans les canons anti-chars modernes et les canons de chars d'après-guerre. Le char américain M103 et le Léopard allemand incorporèrent des concepts développés à partir du 88. La Finlande utilisa ses 90 canons Flak 37 achetés en 1943-1944 jusqu'en 1977 comme canons antiaériens, puis comme canons côtiers jusqu'au début des années 2000. L'Espagne produisit sous licence environ 200 canons FT-44 jusqu'en 1950. Techniquement, le Flak 88 n'était pas supérieur aux canons antiaériens britanniques de 3,7 pouces ou américains de 90 mm. Sa supériorité venait de la doctrine tactique allemande qui reconnaissait le potentiel anti-char des armes antiaériennes et formait les servants à combiner les rôles antiaériens, anti-char et antipersonnel. Cette polyvalence, découverte par hasard en Espagne, devint un principe fondamental de la guerre moderne. Quelle est votre opinion sur le Flak 88 comme arme polyvalente de la guerre? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Si vous appréciez les documentaires historiques authentiques et vérifiés, abonnez-vous à l'Énigme militaire et activez la cloche pour ne manquer aucun épisode de notre série sur les armes légendaires de la Seconde Guerre mondiale.